L'image est frappante. Au soir même du 14 juillet 1789, alors que la prison de la Bastille est encore fumante de l'attaque qui s'y est jouée dans la journée, des ouvriers sont déjà en action pour entamer sa démolition. L'entreprise est décidée par un certain Pierre-François Pallois, maître maçon, qui sera le premier artisan de la construction du 14 juillet comme date essentielle de la Révolution, et plus largement de notre mémoire collective. En effet, la prise de la Bastille fait figure d'événement fondateur du roman national français. À elle seule, elle résume la colère du peuple parisien et illustre l'inadaptation de la politique menée par Louis XVI. Pourtant, cet épisode n'a pas a priori un caractère exceptionnel, n'étant ni la première émeute populaire à revendication politique, ni la plus meurtrière. L'émeute Réveillon d'avril 1789 avait été autrement plus sanglante. Comment alors comprendre la naissance de ce mythe ? Comment comprendre que cet événement, en définitive de peu d'envergure, ait pu devenir cette page essentielle de notre roman national ? Monstre imposant son ombre aux promeneurs, la Bastille prend au XVIIIe siècle la forme d'une forteresse de 68 mètres sur 37 mètres de côté, articulée autour de 8 tours rondes, hautes de 24 mètres et entourée d'un large fossé alimenté par les eaux de la Seine. Devenue au XVIIe siècle prison d'État, la Bastille symbolise de ce fait l'arbitraire royal. Le monarque, par lettre de cachet, a en effet le droit de punir directement celui qui s'est trouvé compromis dans des affaires d'État, de religion ou de police. En 1789, même si elle est largement inutilisée, la Bastille cristallise ainsi les mécontentements contre l'Ancien Régime et l'arbitraire royal. Elle figure donc parmi les premières cibles à abattre. Or, depuis le printemps, les tensions dans la capitale sont de plus en plus fortes, notamment dans le quartier populaire d'ouvriers et artisans du faubourg Saint-Antoine, où se situe la Bastille. Ces tensions s'accroissent encore lorsque Louis XVI ordonne que des régiments étrangers regagnent la capitale et qu'il décide le 11 juillet le renvoi de Necker, ministre perçu comme proche du peuple et favorable aux réformes réclamées par les députés du tiers-État. Face à la réaction aristocratique, les Parisiens décident de réagir. Le 14 au matin, la foule se dirige vers les Invalides, où sont entreposés plus de 30 000 fusils, puis vers la Bastille, afin d'y saisir poudre, cartouches et balles qui y sont stockées. Face aux deux ponts-levis, une délégation des électeurs de Paris est envoyée pour parlementer avec le gouverneur de la forteresse, Delaunay. Mais à la suite de plusieurs malentendus entre la foule et les défenseurs de la prison, la tension monte et les premiers coups de feu éclatent. Dans l'après-midi, un détachement des gardes françaises approche de la Bastille afin de prêter main forte à la foule. Vaincus, les défenseurs de la Bastille capitulent, laissant les émeutiers s'engouffrer dans l'enceinte. Cette journée du 14 juillet a un retentissement politique immédiat. Il devient clair désormais que les Parisiens sont capables de s'organiser pour défendre leurs représentants. Les pouvoirs au sein de la municipalité sont réorganisés, avec la constitution d'une municipalité patriote dirigée par Bailly, nouveau maire, et d'une milice bourgeoise, bientôt renommée Garde nationale, dirigée par Lafayette. Dans ce nouveau contexte, Louis XVI rappelle Necker et ordonne l'éloignement des troupes de Paris et de Versailles. Le 17 juillet, il se rend à Paris où il confirme Lafayette et Bailly à leur poste. Louis XVI se voit alors contraint de porter la cocarde tricolore que lui présente Bailly sous les cris de « Vive la Nation ». C'est le signal du début de l'émigration des princes et des grands nobles. La prise de la Bastille constitue bien un tournant dans la marche de la Révolution naissante. Revenons à la Bastille. À la fin de la journée, alors que les Parisiens célèbrent leur victoire et que le gouverneur Delaunay est tué et sa tête promenée dans Paris au bout d'une pique, on peut voir s'activer autour de la Bastille près d'une centaine d'ouvriers chargés de sa destruction. L'initiative de cette démolition, commencée de manière spontanée et sans autorisation, revient à Pierre-François Pallois, maître maçon et entrepreneur en bâtiment, âgé de 34 ans. Le chantier dure du 14 juillet 1789 au 21 mai 1791, employant en moyenne quotidiennement près de 1000 personnes. Ce chantier d'une ampleur considérable en raison de sa dimension symbolique attire de nombreux curieux. Ceux-ci, sortes de touristes, sont ravis de pouvoir observer la destruction de ce colosse, et même, pour certains, d'y participer par quelques coups de pioche symboliques. Nouveau centre de la vie mondaine parisienne, on y voit des personnages célèbres, tels que Mirabeau ou Beaumarchais, faire tomber des pierres de la prison, afin de montrer leur engagement dans la Révolution. Pallois comprend que ce chantier a cette dimension symbolique. Plus que le promoteur du chantier, il devient le promoteur d'un peuple en marche vers davantage de liberté et d'égalité. Il élabore une rhétorique qui vise à créer le mythe de la prise de la Bastille. Sont organisées des fêtes, des cérémonies, mais aussi un véritable culte des reliques par la création d'objets souvenirs. Pierre-François Pallois, en effet, fait frapper non seulement des médailles à l'aide des métaux de la démolition, mais fait aussi fabriquer des Bastilles miniatures, ensuite envoyées à travers tout le pays. Extraordinaire diffusion d'une Bastille vaincue qui essaime dans tous les départements,
comme autant de supports de cette nouvelle mémoire qui s'écrit dès l'été 1789 et qui marque l'entrée dans l'époque contemporaine.